Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur TV Liberté. TV Liberté, à sa création, Philippe Millot, qui en est le président de la chaîne, avait trouvé cette phrase-là qui nous définit tous, qu'on a conservée, c'est TVL, c'est le défenseur de l'esprit français, de la civilisation européenne. C'est vraiment une voix de la liberté, on est bien, on se sent bien. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Ces batailles de l'influence, on les a gagnées. Le peuple doit retrouver sa place centrale des institutions démocratiques. Merci aussi à vous d'être derrière vos écrans. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis tout particulièrement ravie de vous retrouver ce soir puisque c'est notre premier journal télévisé avec 1 million de personnes abonnées à notre chaîne principale. Je peux vous assurer que toute l'équipe de TV Liberté est incroyablement reconnaissante pour votre soutien sans faille. Mais la route à parcourir ensemble est encore longue et elle sera sans aucun doute encore semée d'embûches. Alors, bien sûr, on compte sur vous. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur la paix en Ukraine qui devrait une nouvelle fois être retardée après l'intervention des Européens pour pousser des propositions inacceptables pour une Russie à l'avantage sur le front. Les discussions sont repoussées à la semaine prochaine. L'actualité, c'est aussi la campagne des élections municipales qui commence petit à petit à faire parler d'elle en France. L'occasion d'observer la stratégie d'une gauche divisée, au milieu de laquelle le parti de Jean-Luc Mélenchon n'entend pas faire de la figuration. Et puis nous évoquerons pour terminer la dernière condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, validée par la Cour de cassation. Une décision qui interroge à nouveau sur le caractère politique de la justice en France. Les Européens vont-ils encore parvenir à saboter la paix alors que le président américain avait fixé une date butoir pour que Volodymyr Zelensky se mette d'accord avec une solution de sortie de crise jeudi? D'autres échéances plus tardives sont déjà programmées. Un nouveau report d'une solution qui devient difficile à espérer. Le point tout de suite. Trump, seul contre tous pour la paix en Ukraine. Ce devait être un cadeau de Thanksgiving pour les Ukrainiens jeudi, mais le plan censé mettre un terme à la guerre est loin d'être ficelé. Mardi après-midi, la coalition des volontaires, emmenée par Ursula von der Leyen, mais surtout Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz, se réunissaient en visioconférence pour façonner leur alternative prétendue face au plan de Donald Trump en 28 points. En réalité, les Européens ont effacé volontairement des garanties que la Russie juge incontournables. En premier lieu, l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui n'est plus exclue, alors même que ce point constituait l'une des motivations de l'entrée des troupes russes dans le pays. Par ailleurs, le plan de paix prévu par Donald Trump prévoyait une limitation de l'armée ukrainienne, loin de la volonté des Russes qui voulaient tout simplement désarmer le pays. Les Européens, eux, ont à nouveau démontré qu'ils n'avaient pas saisi que l'Ukraine ne gagnait pas la guerre et que les compromis avec Moscou n'étaient pas une option, mais bien une obligation. Depuis Luanda, en Angola, Emmanuel Macron a réaffirmé une position déconnectée du réel. La première chose qui protégera l'Ukraine, c'est sa propre armée. Et donc tout le débat qu'il y a eu à Genève ces derniers jours, c'était de ne pas limiter les forces armées ukrainiennes. Parce que l'obsession de la Russie, et c'était le cas dans les négociations qu'il y avait à Istanbul au printemps 2022, c'est de dire vous devez avoir une armée qui ne dépasse pas 50-60 000 hommes. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On pilote sa formation, son équipement, sa capacité à se déployer sur les mois et les années qui viennent. Un point de vue qui ne pourra être transcrit dans les accords de paix. Lors de la réunion de la coalition des volontaires, Volodymyr Zelensky a ostensiblement flatté les Européens pour tenter de faire fléchir Donald Trump sur ses négociations avec Vladimir Poutine. Et je suis prêt à discuter avec le président Trump. Il y a des points sensibles à discuter. Nous en avons encore et nous pensons que la présence de dirigeants européens pourrait être utile. Et nous discutons aujourd'hui de certaines questions clés dans un format fermé.
Mais la présence des Européens a un impact limité. En réalité, les propositions formulées par la coalition des volontaires et consorts n'ont pas d'impact diplomatique positif. Elles n'ont vocation qu'à bloquer le processus de paix. Conscient de cela, Volodymyr Zelensky continue de peser au mieux sur le plan de Donald Trump. Aujourd'hui, nous avons également travaillé avec l'équipe de négociation ukrainienne sur le texte d'un document élaboré avec les États-Unis à Genève. Les principes de ce document peuvent être développés en accord plus profond et c'est notre intérêt commun, rendre la sécurité réelle. Je compte sur une coopération active supplémentaire avec la partie américaine et avec le président Trump. Beaucoup dépend de l'Amérique parce que la Russie accorde la plus grande attention à la force américaine. Je remercie tous ceux qui sont aux côtés de l'Ukraine, je remercie tous ceux qui aident. Et il est important maintenant de maintenir notre force intérieure, tout comme nous voulons tous que notre force en diplomatie donne des résultats. Contrairement aux Européens, Volodymyr Zelensky ne cache plus que la paix se joue dans les discussions entre Moscou et Washington. Donald Trump annonce toujours une sortie de crise grâce à son initiative, lui qui a été élu sur un programme de paix. Je pense donc que nous sommes très proches d'un accord. Nous verrons bien. Je pensais que cela aurait été beaucoup plus rapide. Je pensais que cela aurait été facile, mais je pense que nous faisons des progrès. Il n'en reste pas moins que la dinde de la fête de Thanksgiving, jeudi, ne connaîtra pas la finalisation du plan. En effet, il est d'ores et déjà prévu que Steve Witkoff, chargé de trouver un chemin vers la paix en Ukraine, se rende en Russie la semaine prochaine. Dans tous les cas, il faut à nouveau rappeler que la Russie reste le maître des horloges. À l'avantage sur le front, le pays n'a pas d'intérêt en tant que tel à signer rapidement la paix, contrairement à l'Ukraine qui perd peu à peu du territoire et plus encore des hommes. La gauche divisée, mais les insoumis, eux, sont en action. À l'approche des élections municipales, ils fourbissent leurs armes pour une grande répétition avant 2027. Tour d'horizon aux côtés d'Olivier Frère-Jacques. Sortie des poubelles de l'histoire, l'Internationale a retenti avec l'aide de la Sono pour un public pas franchement au point sur les paroles, au doc d'Aubervilliers dimanche pour le lancement de la campagne des municipales des Insoumis. Époque macronienne oblige, le « en même temps » était de rigueur avec, en sus de l'hymne communiste, la Marseillaise aussi, guerre reprise, mais l'idée était là et annonce que LFI jouera bien sur les deux tableaux. La Marseillaise et l'Internationale pour se galvaniser devant environ 2000 militants. Jean-Luc Mélenchon et les figures du parti ont exposé une stratégie ambitieuse, marquant un virage par rapport à 2020 où le mouvement avait opté pour une présence discrète et des alliances de circonstances. En froid avec ses alliés à gauche, surtout avec les socialistes, LFI vise désormais à s'implanter durablement au niveau local en misant sur l'entrée massive dans les conseils municipaux plutôt que sur la conquête systématique de mairies. Manuel Bompard, coordinateur national, a annoncé une présence dans environ 500 communes, couvrant 100% des villes de plus de 100 000 habitants et 75 à 85% de celles dépassant 30 000 habitants, soit en tête de liste, soit en soutien à des coalitions. Jean-Luc Mélenchon a redit son attachement à ce qu'il nomme le peuple urbain et à une vision déracinée des territoires. La France vit désormais tout entière dans une même civilisation urbaine. C'est elle qu'il s'agit de transformer, de démocratiser, de démarchandiser au niveau local. Nous ne sommes pas élus pour des territoires. Notre première question sera toujours « Qui est là ?» Nous serons avant tout les élus des populations dans leur diversité. Obsession diversitaire, mais également velléité de toucher aussi au-delà de ses bases habituelles. Comme l'explique Rodolphe Carr, auteur de l'ouvrage Mélenchon, le bruit et la fureur, la stratégie municipale de LFI consistera à dépasser sa niche électorale habituelle. La stratégie, elle est simple, séduire, en tout cas amener à voter leur électorat de niche, qui sont, on va dire, les bobos des centres-villes,
mais aussi faire voter en masse les banlieues, ou en tout cas l'électorat, on va dire, plus extra-européen de la périphérie des grands ensembles urbains. C'est l'enjeu qu'on aura aussi aux élections présidentielles de 2027, parce qu'on sait que c'est un électorat qui vote beaucoup moins. Et enfin, le troisième enjeu, c'est de faire aussi voter une partie de l'électorat, on va dire, de la campagne. Et là, on l'a vu dans un meeting le week-end dernier. C'est un électorat auquel Mélenchon parle, parce qu'il s'est rendu compte qu'une partie des urbains aujourd'hui vivent aussi à la campagne, ou en tout cas on a ce phénomène d'exode non plus rural mais urbain. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il les drague, ou en tout cas il les séduit avec un discours antinomique de la droite. Par exemple, il parle de ces nouveaux ruraux qui ne chassent pas, qui sont pas des paysans et qui fument pas des gitas de maïs. C'est vraiment des expressions qu'il a repris dans son meeting ce week-end. Donc c'est intéressant de voir que c'est vraiment là ces trois électorats qu'il va essayer de séduire. Une partie des néo-ruraux, une partie des bobos des centres-villes et puis une partie de l'électorat, on va dire, des banlieues. Un triptyque électoral pour progresser à 1 an de la présidentielle de 2027 et un galop d'essai, comme l'a qualifié Mélenchon, pour tester la dynamique nationale et éduquer politiquement les électeurs, selon son expression. Pour ce scrutin, LFI déploie des têtes d'affiche, souvent des députés, Sophia Chikirou à Paris, Sébastien Delogu à Marseille, Anaïs Bellouassa Chérifi à Lyon, François Picmal à Toulouse, Nathalie Oziol à Montpellier ou Marie Mesmer à Rennes. Une quinzaine de parlementaires sont investis, capitalisant sur leur notoriété. Actuellement, LFI ne dirige qu'une poignée de municipalités, la plus importante étant Faches-Tuménil, une commune de 18 000 habitants près de Lille. Le parti vise des victoires symboliques dans des villes prenables comme Roubaix dans le Nord, La Courneuve en Seine-Saint-Denis ou Évry dans l'Essonne, où Farida Amrani pourrait conquérir une préfecture. À Montpellier, Lille, Toulouse ou encore Marseille, où les scores passés nourrissent l'optimisme, les insoumis peuvent espérer glaner des postes de conseillers municipaux. Partout, LFI peut gagner des places, et cela dans une stratégie de progression et d'investissement du terrain. Ce qui fait à mon avis la supériorité de Mélenchon sur nombre d'autres personnalités politiques, c'est que Mélenchon prend ce qu'il y a à prendre. Le meilleur exemple, c'est quand il accepte d'être ministre sous Jospin, alors qu'il s'était toujours revendiqué d'une certaine gauche de rupture. Non, Mélenchon a cet avantage sur les autres politiciens, c'est d'aller prendre les places où il faut, de placer ses hommes. Là aussi, c'est vraiment un sens tacticien qu'il a développé, lui, quand il était un baron local dans l'Essonne. Donc oui, s'il peut placer des personnalités, ne serait-ce que dans des conseils municipaux, derrière, c'est possiblement des associations qui va pouvoir aider aussi. Donc là, on est vraiment dans une logique, pas d'entrisme, mais en tout cas de progression tentaculaire, d'influence, parce qu'on sait que la France Insoumise marche aussi beaucoup avec ses satellites, qui sont ses relais dans l'université, dans les médias, un peu partout dans le monde de la société civile. Une progression qui pourrait permettre aussi de faire entrer des insoumis au Sénat en septembre 2026, alors qu'en 2023, le reste des gauches avait joué un vilain tour aux troupes mélenchonistes, ne leur permettant pas d'intégrer la Chambre haute et tenant LFI à l'écart de leurs accords électoraux. Au-delà de ces calculs, LFI entend aussi imprimer ses idées et les faire entendre, notamment en matière de trafic de drogue, comme a pu l'expliquer Mathilde Panot, présidente du groupe à l'Assemblée. En fait, la politique de prohibition, qui est faite depuis 20 ans, est un échec absolument complet. La question, c'est à quel moment, à partir de quel moment, on met des politiques de santé publique en place, ça c'est la première des choses, et que l'on change radicalement de politique. S'attaquer aux petits dealers ne résoudra pas la question. Donc il faut changer de logique. Il faut désarmer les réseaux, ça c'est la première des choses. Et donc mettre des enquêteurs dédiés. Il faut faire de la prévention et de la santé publique. Et nous disons il faut légaliser le cannabis pour couper l'herbe sous le pied des trafiquants. Des changements radicaux et une rupture pour un parti qui se rêve en porte-étendard de la gauche en 2027, au risque de faire perdre ses anciens alliés du nouveau Front populaire dans plusieurs villes, alors que le PS rejette des alliances ou des accords avec les troupes mélenchonistes. Des villes test comme Montreuil, détenues par les communistes, ou Saint-Denis, sous pavillon socialiste, seront des test-matchs au sein de la gauche. Là encore, le but affiché, être la première force politique de ce côté de l'échiquier politique. Avec Mélenchon, on le voit en tout cas se profiler pour 2027. Il y a une vraie rupture avec toute une partie de la gauche incarnée par Raphaël Glucksmann et l'objectif, en tout cas à moyen et long terme de Mélenchon, c'est que l'autre partie de masse en France, qui est aujourd'hui le Rassemblement national, ce soit la France insoumise et qu'on arrive à une opposition droite-gauche qu'il rêve sur l'émiettement du bloc central. Donc s'il peut faire encore perdre quelques mairies,
on va dire, aux réformistes ou vraiment à cette gauche social-démocrate incarnée par Glucksmann, le PS ou même le PC quelque part, lui, il n'hésitera pas à le faire à mon avis. Son but, c'est vraiment de devenir la force hégémonique et la force centrifuge à gauche. Nouveau rebondissement dans le marathon judiciaire de Nicolas Sarkozy. Ce mercredi, la Cour de cassation a validé la condamnation de l'ancien président à 6 mois de bracelet électronique. Maître Régis de Castelnau revient sur les dessous de cette décision avec Renaud de Bourleuf. Nicolas Sarkozy n'a pas fini de payer. Ce mercredi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'ancien président de la République dans l'affaire Big Malion. Il est donc bien condamné à 1 an de prison, dont 6 mois fermes sous bracelet électronique. Une condamnation symbolique. En effet, étant âgé de 70 ans, Nicolas Sarkozy n'a pas besoin d'attendre la moitié de sa peine pour demander une libération conditionnelle. Il pourrait donc ne porter son bracelet que quelques jours. Rappelons que Big Malion est l'agence de communication chargée d'organiser les meetings de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle perdue en 2012. Avec le parti UMP, l'agence avait eu recours à un système de double facturation pour masquer le dépassement massif du plafond légal des dépenses électorales. Le 30 septembre 2021, Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de financement illégal de campagne et condamné à 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique par le tribunal de grande instance de Paris. Le 14 février 2024, l'ancien président a été condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois ferme aménageables. Nicolas Sarkozy ayant été reconnu coupable par la Cour d'appel, la Cour de cassation ne juge pas les faits, mais la bonne application du droit par les juges d'appel. En l'occurrence, la peine prononcée était bien considérée comme juste et proportionnée. L'avocat Régis de Castelnau revient sur la décision rendue par la Cour de cassation. Le problème, c'est que pour faire cette procédure, et pour pouvoir incriminer Nicolas Sarkozy dans la deuxième partie, la partie Big Malion UMP, on a violé la loi. Ça, c'est mon analyse. On a violé la loi, c'est-à-dire qu'on a intégré Nicolas Sarkozy dans cette procédure. Au point que les 2 juges d'instruction qui avaient été désignés, à l'époque Renaud Van Ruymbeck et Serge Tournaire. Serge Tournaire, c'est le juge d'instruction qui a été chargé de s'acharner contre Nicolas Sarkozy. L'affaire de Libye, c'est lui, puis d'autres aussi. Mais Renaud Van Ruymbeck a refusé cette manipulation judiciaire et il a refusé de signer l'ordonnance de renvoi devant le tribunal d'abord et la cour après. Donc, c'est, pour ce qui me concerne, une procédure de raccro que la Cour de cassation vient aujourd'hui de valider. Alors, je ne rentre pas dans des détails juridiques techniques qui sont un petit peu complexes, mais Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû être poursuivi dans cette affaire. Il l'a été, à partir de l'idée qu'avaient les magistrats qu'il était difficile pour lui de ne pas savoir que ses comptes de campagne étaient à ce point, pour plusieurs millions d'euros, étaient à ce point irréguliers et avaient dépassé le plafond. Il a été condamné à une peine assez lourde en première instance et une peine plus légère par rapport à celle qu'il subit aujourd'hui dans d'autres affaires, une peine plus légère devant la cour d'appel. Donc, 1 an de prison ferme, dont 6 mois sous bracelet, mais avec quand même des possibilités d'aménagement. Donc, il a fait ce qui est fort normal, un pourvoi, et ce pourvoi a été rejeté. Si on m'avait demandé un pari, j'aurais dit, bien évidemment, il y a des moyens de cassation, à mon avis, à l'avis du juriste que je suis, mais fallait pas compter sur la Cour de cassation pour s'arrêter en si bon chemin et poursuivre cet acharnement contre Nicolas Sarkozy. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a acharnement ? Je réponds oui, il y a acharnement, et je le fais d'autant plus à l'aise que je considère que Sarkozy a été un mauvais président de la République, je n'aurais jamais voté pour lui, je ne l'ai jamais défendu. C'est un véritable marathon des affaires judiciaires pour l'ancien président. Rappelons que la Cour de cassation avait déjà rejeté un autre pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Il a été condamné en 2021 à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique, qu'il aura porté pendant 3 mois. D'autre part, un autre procès va intervenir dans les prochains mois à la Cour d'appel de Paris. En effet, Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre pour association de malfaiteurs à 5 ans de prison ferme dans le cadre du procès sur les soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. Il a fait appel, mais le jugement était assorti d'une exécution provisoire
Nicolas Sarkozy a donc passé 20 jours en prison avant de sortir sous contrôle judiciaire. Mais derrière cette course aux affaires judiciaires, c'est toute la question d'une justice politique qui se pose. En effet, les macronistes sont moins inquiétés qu'il s'agisse de Richard Ferrand, aujourd'hui à la tête du Conseil constitutionnel, alors qu'une affaire de prise illégale d'intérêt n'a pas été jugée sous prétexte de prescription, ou d'Alexis Kohler, qui n'a pas daigné se rendre à une convocation au Parlement. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Pour des raisons sociologiques, historiques, professionnelles, ce corps s'est autonomisé et il est devenu une force politique. Il est devenu une force politique et il est dans une relation de connivence avec le macronisme. Pas oublier que le macronisme, c'est le Parti socialiste. Il est secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande, il est ministre de l'économie du président Hollande, c'est pas rien quand même. C'est un président socialiste. Hein. À l'époque, le PS avait l'Assemblée nationale, le Sénat, donc ils avaient tous les pouvoirs, et un des éléments forts de ce pouvoir, c'était Emmanuel Macron. Et lorsqu'Emmanuel Macron se lance dans la campagne, il est soutenu bec et ongle par tout l'appareil du parti. Tous les éléphants sont là. Hein. Ils ont eu un candidat que tout le monde a oublié, complètement bidon, le candidat officiel officieux du Parti socialiste en 2017, c'est Emmanuel Macron. Et c'est là où intervient la phase finale de l'opération visant à amener Emmanuel Macron au pouvoir, organisée par Attali, par Jean-Pierre Jouyet, qui sont des hauts fonctionnaires socialistes, pas l'oublier. C'est l'opération judiciaire pour disqualifier François Fillon, qui était le favori. Et par conséquent, le candidat de la magistrature, c'est bien Emmanuel Macron. Alors, au départ, moi, j'ai affirmé ça, et puis je l'ai d'autant plus affirmé que toute cette procédure ultra rapide, médiatisée, avec des violations émanant des milieux de l'enquête, de l'instruction, à l'évidence, toutes ces violations qui aboutissaient dans la presse, tout ça a été organisé de cette façon. Emmanuel Macron n'a peut-être que 11% d'opinion favorable au sein de la population, il en a probablement plus au sein de l'appareil judiciaire. Et l'on poursuit aux côtés de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en bref en France. La suspension de la réforme des retraites rejetée par le Sénat. Mardi, avec 190 voix contre 108, la suspension de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028 a été écartée par la Chambre haute, dominée par LR. La suspension de cette réforme portant l'âge légal de départ à 64 ans était une condition clé des socialistes pour éviter une censure du gouvernement. Malgré cela, l'Assemblée nationale pourrait rétablir la mesure lors de l'examen du budget de la sécurité sociale. Les sénateurs ont aussi rétabli le gel des prestations sociales et des pensions en 2026, excepté pour celles inférieures à 1 400 € indexées sur l'inflation. Ces divergences profondes entre les deux chambres pourraient entraîner l'échec de la commission mixte paritaire prévue ce mercredi et mener à une nouvelle lecture à l'Assemblée. Pendant ce temps, Bruxelles a validé la trajectoire budgétaire présentée par le gouvernement Lecornu au début de l'automne. Une trajectoire qui dépend néanmoins des négociations en cours dans les assemblées. La saga budgétaire continue. Nouvelle arrestation dans le feuilleton du Louvre. Mardi, un individu soupçonné d'avoir participé au casse du 19 octobre a été interpellé en Mayenne. Il a été placé en garde à vue, notamment pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Ainsi, après les dénommés Ayed, Abdoulaye et Slimane, le quatrième et dernier acteur du commando ayant volé les bijoux serait sous les verrous. Notons que 3 de ses proches, son frère, sa sœur et une amie, ont été placés en garde à vue. Par ailleurs, de nouvelles informations ont été dévoilées sur les failles de la sécurité du musée du Louvre. Selon le journal Le Monde, un audit de sûreté a été mené en 2018 par le joaillier Van Cleef & Arpels, alors que l'inquiétude montait quant à la hausse des braquages à Paris, en particulier dans le quartier du Louvre. Dans ce rapport, le fameux balcon donnant sur la galerie Apollon, utilisé par les cambrioleurs, avait attiré l'attention des experts. Les auteurs du rapport auraient insisté, ce balcon est un des plus grands points de vulnérabilité de l'établissement. Ils soulignaient par ailleurs que les caméras de surveillance ne couvraient pas ce balcon. Lundi, la présidente du musée, Laurence Descartes, qui n'était pas encore en fonction au moment de ce rapport, affirme n'en avoir eu connaissance qu'après le casse du 19 octobre. Jordan Bardella voulait voir Vesoul et il a vu Vesoul. Mardi, le président du RN a été enfariné lors d'une foire agricole à Vesoul en Haute-Saône. Le procureur de la République a annoncé qu'une enquête est ouverte pour violence sur personne chargée d'une mission de service public. L'auteur présumé, un lycéen de 17 ans, a été placé en garde à vue.
Raillant le manque d'éducation de l'intéressé, Jordan Bardella a évoqué un non-événement. Rappelons qu'un récent sondage l'annonce vainqueur de la prochaine élection présidentielle. Coup de filet retentissant, quelques jours après la permission de sortie d'un trafiquant de drogue dangereux de la prison de Vendin-le-Vieil, la police a interpellé sa mère et ses neveux pour trafic de stupéfiants. La sortie exceptionnelle du détenu pour un entretien d'embauche à Lyon avait suscité un tollé. L'opération policière menée mardi à la Courneuve en Seine-Saint-Denis a révélé un véritable réseau familial. Dans l'appartement, les enquêteurs ont saisi près de 10 000 € en liquide, dont 4 000 cachés sur la matriarche de 78 ans. Celle-ci et deux neveux de 21 et 23 ans ont été placés en garde à vue. Une affaire qui ravive le débat sur la réinsertion des truands endurcis. Et continuons à présent à l'international. La guerre continue en Palestine. L'armée israélienne a lancé dans la nuit de mardi à mercredi ce qu'elle nomme une vaste opération antiterroriste contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée, en Samarie, selon le terme israélien. Cette action distincte d'une opération lancée en janvier 2025 ciblant les camps de réfugiés vise à neutraliser d'hypothétiques menaces. Elle intervient dans un contexte de trêve fragile à Gaza où Benjamin Netanyahou accuse le djihad islamique de violation en ne restituant pas un corps d'otage. Plus d'1 millier de Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis 1 an par des forces ou des colons israéliens contre 43 Israéliens dans des attaques. L'ONU note par ailleurs un pic d'attaques de colons causant des victimes et des dommages. Même le secrétaire d'État américain Marco Rubio a mis en garde contre des annexions jugées contre-productives pour la paix à Gaza. La Chine non plus n'aime pas les ingérences. Pékin a averti mercredi qu'elle écraserait toute ingérence étrangère concernant Taïwan en réponse au déploiement japonais d'avions vers Yonaguni, l'île nippone la plus proche de l'archipel. Peng Kingen, porte-parole du bureau des affaires taïwanaises, a souligné la ferme détermination de Pékin à défendre sa souveraineté et à critiquer le projet japonais d'installer des missiles sol-air à moyenne portée sur cette île, qualifiant cela de dangereux et provocateur. Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé 40 milliards de dollars de dépenses militaires supplémentaires pour renforcer la dissuasion contre une invasion potentielle. Choc au Brésil, Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. L'ancien président, figure emblématique de la droite brésilienne, a vu son appel rejeté par la Cour suprême qui a donc confirmé une peine de 27 ans de prison pour avoir ourdi un complot criminel visant à renverser l'élection de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Âgé de 70 ans, Bolsonaro, au pouvoir de 2019 à 2022, est accusé d'avoir dirigé une organisation terroriste pour s'accrocher au pouvoir et inspirer les assauts du 8 janvier 2023 contre les institutions du pays. Assigné à résidence depuis août, il a été jeté en cellule provisoire ce samedi après avoir tenté de retirer son bracelet électronique offert à souder. Cette condamnation, la plus lourde jamais prononcée contre un ex-président sud-américain, pourrait avoir pour but de radicaliser la base bolsonariste déjà chauffée à blanc. La Bundeswehr fait exploser les salaires de ses jeunes volontaires, 2 600 € bruts par mois dès l'entrée, soit environ 2 000 € net. À titre de comparaison, en France, le service militaire volontaire reste bloqué sous la barre des 745 €, avec une revalorisation timide à 900 voire 1 000 € en vue. Objectif affiché par Berlin, faire de la Bundeswehr la première armée conventionnelle d'Europe d'ici 2035 avec 460 000 soldats. À se demander si à ce rythme Berlin ne va pas susciter des vocations de volontaires français dans ses rangs. L'armée allemande demeure confrontée pour l'heure à des difficultés de recrutement, n'atteignant que poussivement 183 000 hommes en 2024 et espérant en atteindre 205 000 en 2025. Reste que les entreprises allemandes s'alarment d'une possible saignée de la main-d'œuvre vers les casernes. Dans ce cas, on imagine bien le pays avoir recours à l'immigration. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Ce soir, dès 21h, retrouvez Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit Andrea Cotarac pour évoquer son grand saut entre la France insoumise et le Rassemblement national. Le chaos est déjà là. Mais moi, en fait, si vous voulez, si je peux me permettre, moi je côtoie des gens qui galèrent, qui touchent même pas 1200 balles de retraite, qui ont travaillé toute leur vie. Le chaos, il est déjà là. Dans la 7e puissance. Mais je sais bien, ma mère aussi, elle tient une supérette. Hein. On est en train de la vendre pour qu'elle puisse aller à la retraite au 1er avril. C'est une catastrophe. Donc, je connais tout ça. T'as vu ? Nanti. Voilà. Nanti, ouais. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que le chaos, il est déjà là. On a un type. Ça suffit. On a un type qui est là, qui est assis à l'Élysée, qui a foutu depuis 2017 1400 milliards de dettes en plus. On a un déficit abyssal. Il est prêt à nous envoyer dans une guerre. Mais
Demain, dès jeudi, vous pouvez découvrir un nouveau Zoom avec Pierre-Henri Rambaud pour découvrir son ouvrage sur les 100 films policiers français à voir absolument. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain aux côtés d'Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.